Effectivement, rebonjour ou bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant assister à ce qu'on appelle une micro-conférence. La micro-conférence, c'est un peu comme une conférence normale, sauf que les intervenants n'ont que 10 minutes pour présenter leur travail. Alors, ils me font un signe que oui, 10 minutes ou plus ou moins. Moi, je vous conseille de rester parce que je pense que ça va être extrêmement intéressant. Qu'est-ce que c'est le New Space ? On a parlé tout à l'heure du fait que le spatial, c'est pas simplement les étoiles, les planètes, l'astronomie, c'est aussi plein d'autres aspects, notamment l'aspect économique. Le spatial, c'est un marché aujourd'hui, c'est un marché dans l'avenir. Et quel type de marché c'est ? Quelle est la taille de ce marché et comment la conquête économique de l'espace s'organise et va se dérouler. C'est ce dont on va parler avec nos intervenants qui sont François Leblanc, délégué scientifique aux affaires spatiales du CNRS, Arnaud Saint-Martin, qui est sociologue chargé de recherche au CNRS, et Lucie Sénéchal-Pérouot, qui est, elle, doctorante en innovation spatiale chinoise. Et donc, on va commencer tout de suite. Avec la conférence, la micro-conférence de François Leblanc, délégué scientifique aux affaires spatiales au CNRS. Et je vous demande de l'applaudir. François. Donc, bonjour, je vais vous parler donc je vais vous introduire cette conférence sur le New Space. Alors, je vais vous donner plutôt le point de vue de la recherche fondamentale. Moi, je suis délégué scientifique affaires spatiales au CNRS. Je m'occupe de tout ce qui est espace au CNRS. Et dans ce cadre-là, j'ai aussi l'opportunité de travailler avec des acteurs émergents, avec les ministères pour discuter du New Space et de son application pour la recherche fondamentale. Alors j'aimerais bien d'abord introduire ma présentation avec d'abord la recherche fondamentale. Qu'est-ce qu'on fait dans l'espace et pourquoi on va dans l'espace pour faire de la recherche ? Alors, vous avez deux exemples de grandes missions qui sont... Vous avez Surface Water Ocean Topography qui a été lancé l'année dernière. Vous avez Rosetta que j'ai pris l'opportunité de vous remontrer, que vous connaissez certainement tous. Ce sont deux grands exemples de missions spatiales sur lesquelles les laboratoires français ont contribué. Donc, Surface Water Ocean Topography, c'est un observatoire de la Terre. Nos équipes travaillent sur les données de cette mission-là. Sur Rosetta, en fait, on travaille sur les données, mais aussi on a travaillé sur l'instrumentation. Donc, ce que je tenais à souligner ici, c'est que dans nos laboratoires, on travaille non seulement sur les données qui sont fournies par les observatoires, mais aussi on conçoit et on réalise les instruments qu'on va mettre sur ces observatoires. Et bon, maintenant, je vais au sujet de notre présentation aujourd'hui. C'est le New Space. Donc, le New Space, évidemment, les deux personnes que je vous montre ici, vous les connaissez tous. Ce sont les grands acteurs du New Space qui ont été lancés aux États-Unis. Le New Space, c'est avant tout l'ambition des États-Unis de créer réellement une économie très active de l'espace. Pour cela, ils ont soutenu des petites entreprises qui s'appelaient des start-up à l'époque. Maintenant, ce n'est plus vraiment des start-up, vu la taille qu'ils ont. Mais à l'époque, ils ont fourni énormément d'informations, de brevets de la NASA, développés à la NASA, pour que ces entrepreneurs qui ont pris des risques, ils ont commencé à étudier ces concepts. Donc là, évidemment, c'est les fusées qui retournent sur Terre pour de nouveaux lancements ensuite. Et donc, ils ont développé l'économie. Et à partir de ça, ils ont vraiment montré qu'effectivement, l'espace pouvait fournir des opportunités économiques. Évidemment, l'Europe a été un peu plus long à réagir et c'est assez récemment que nos gouvernements, l'Europe, commencent à réellement investir fortement de la même manière que les États-Unis l'ont fait en financement des startups. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? D'un point de vue de la recherche fondamentale, on se demande est-ce que c'est une opportunité pour nous ou est-ce que finalement ces entrepreneurs, ces gens qui vont coloniser un petit peu l'espace
vont devenir un petit peu un frein pour nos activités à nous. Alors je vais essayer de l'exprimer. En fait, une autre manière de le dire, c'est on a eu un ministre de notre économie français qui a fait une déclaration il y a à peu près 2 ans de ça, en mettant un petit peu en exergue le fait que la science, telle fait depuis l'espace, était un frein pour le développement économique de l'espace. J'espère que c'était plutôt opportuniste comme déclaration, que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas la vision de notre gouvernement sur la recherche fondamentale comme un frein de l'économie. Mais j'ai essayé de vous montrer que non, c'est le contraire. On a des opportunités aussi qui sont fournies par la recherche fondamentale pour le New Space. Alors le New Space, le premier intérêt pour la recherche fondamentale, c'est ce genre de mission spatiale dont on rêve, c'est-à-dire des constellations, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer toute une centaine de satellites, petits satellites en général, qui vont opérer ensemble et qui vont nous permettre d'accéder à des choses qu'on ne peut pas faire depuis un seul satellite ou quelques satellites. Donc on a beaucoup de concepts de mission, les scientifiques ont plein d'idées sur ce type de configuration, d'observatoire qu'on peut développer. Et très clairement, avec le développement de ce New Space, avec le développement technique qui sont faits autour du New Space, on a de plus en plus d'opportunités qui vont s'offrir pour faire ce genre de nouveaux types d'observatoires qui vont permettre d'observer l'intérêt d'une constellation. C'est avant tout le fait que vous avez beaucoup de points de mesure, donc vous pouvez les associer les uns aux autres. Vous avez aussi une capacité de revisite, c'est-à-dire que vous revenez très souvent, très rapidement au même endroit, donc vous voyez la même chose avec des échelles de temps très courtes. Et donc ça, par exemple, pour l'observation de la Terre, c'est extrêmement intéressant comme possibilité. Alors, l'illustration aussi très typique du New Space, c'est les nanosatellites. Par nanosatellite, on veut dire petite plateforme. Petite plateforme, ça veut dire typiquement des satellites qui vont du kilo jusqu'à quelques dizaines de kilos. Typiquement, aujourd'hui, les satellites classiques de old space, comme on dit, les satellites classiques, c'était 300, 400, 500, voire plus de kilos chacun. Donc aujourd'hui, avec ces petits satellites, en fait, c'est quoi l'intérêt? C'est qu'on peut en envoyer beaucoup plus. Et donc arriver à construire ces constellations. Donc ce que je vous montre ici, c'est une figure qui vous montre le nombre de nanosatellites, donc que cet usage des petits satellites a une croissance exponentielle. On en envoie de plus en plus, il y a de plus en plus d'acteurs, c'est très facile maintenant de faire un petit satellite et de l'envoyer parce que SpaceX par exemple fournit des capacités de lancement beaucoup moins cher que ce qui n'était hier. Et donc on a cette augmentation croissante avec des technologies qui sont de plus en plus fiables. Donc on arrive les premiers nanosatellites, je ne vous le cache pas, il y en a beaucoup qui ont échoué. Mais là, maintenant, sur les 2000 ou 3000 qui vont être lancés cette année, il y a très forte chance que la plupart vont fonctionner pendant quelques années. Alors ça, c'est un des aspects. Pour faire des nanosatellites, il faut aussi, si vous voulez mettre des instruments pour faire des observations, il faut aussi être capable de les miniaturiser. Et c'est aussi le deuxième aspect du New Space, c'est qu'il y a eu un effort technologique très considérable sur la miniaturisation des équipements, des instruments. Et donc, ça permet aussi d'utiliser de plus en plus ces constellations pour nos observations. Et ce que je vous ai montré aussi sur la figure en haut à droite, c'est l'idée que derrière ces New Space, il y a aussi l'opportunité de former. C'est-à-dire qu'il y a les universités en France, aux États-Unis, sont à l'origine un petit peu de ces nanosats parce qu'ils ont utilisé ces nanosatellites comme des vecteurs d'éducation, de formation. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer en université un petit satellite et éventuellement, si on a la chance, de pouvoir l'envoyer et l'opérer. Et donc, il y a de plus en plus d'universités qui, avec ce genre d'approche, forment les étudiants à l'espace. Et donc, c'est quelque chose de très motivant, évidemment, pour les étudiants. Alors, le problème de toutes ces constellations, c'est ça. Ça, c'est une image qui vient de l'ESA, qui illustre simplement le nombre de débris ou d'objets qui sont en train d'orbiter autour de la Terre. Donc en fait, vous imaginez bien que maintenant, si vous avez quelque chose comme ça autour de la Terre et que vous voulez envoyer un satellite, eh ben, il va falloir que votre satellite il évite tous ces objets-là. Et donc ça devient de plus en plus compliqué d'envoyer des satellites dans l'espace parce qu'il faut maintenant éviter ça. Donc maintenant, il y a beaucoup de technologies qui sont développées pour que les satellites puissent
changer d'orbite brutalement parce qu'il y a un objet comme ça qui arrive sur lui. Donc ça complexifie énormément l'accès à l'espace que le New Space était censé favoriser. Donc ça, c'est le paradoxe aussi de ce New Space, c'est que finalement, il va falloir réguler tout ça parce que plus on ne va pas pouvoir envoyer des milliers de satellites, faire n'importe quoi, parce que ça va devenir très rapidement impossible d'y arriver. Et donc, ça c'est une des limitations du New Space typiquement. Et la deuxième limitation, ça c'est une illustration que c'est typiquement ce que voit un astronome ou un observatoire aujourd'hui, c'est que malheureusement, il y a tellement de satellites, et un satellite dans l'espace, c'est du fer, c'est de l'aluminium, donc c'est très réfléchissant. Et donc dès que c'est éclairé, ça réfléchit la lumière. Et ce que vous voyez ici, c'est simplement un télescope qui regardait le ciel, donc essayez de regarder les lumières derrière, donc les galaxies, hein, il voulait observer ça. Et bien, pendant son observation, il y a tous les satellites qui sont passés dans son champ de vue et qu'on fait ces traces-là. Donc en fait, d'un point de vue recherche fondamentale, on a un problème avec cette multiplication de satellites, aussi parce que notre ciel commence à devenir totalement recouvert par ces satellites-là. Voilà, donc c'est sur ce point-là que je vais terminer, juste pour vous illustrer qu'effectivement, il y a des freins et des avantages au New Space, très clairement, pour la recherche fondamentale. Merci. Tac. Bien, bonjour. Je vais vous présenter en 10 minutes chrono, je vais essayer un objet assez massif, hein, le New Space états-unien dont il a été question juste avant. C'est une approche sociologique que je vais essayer de vous présenter. C'est une enquête de terrain que j'ai faite aux États-Unis entre 2017 et 2020, que j'essaye de continuer et qui va donner lieu à des publications. Je peux d'ailleurs annoncer un livre qui va sortir en février, que j'ai coécrit avec Irénée Regnault, qui s'intitule Une histoire de la conquête spatiale, avec un sous-titre qui claque, vous allez voir, des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space, qui va paraître aux éditions La Fabrique en février. Donc tout ça sera publié. Alors, quelques mots sur l'astrocapitalisme, qui est le concept clé que je vais essayer de développer aujourd'hui. Alors pour moi, c'est un concept analytique, théorique, un concept aussi critique pour essayer de mettre à distance certains poncifs, clichés sur le spatial et notamment l'économie de l'espace. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je m'appuie sur des approches critiques, notamment d'un géographe qui s'appelle David Harvey. Et pour le dire vite, ce que j'essaie de montrer, c'est comment le capitalisme, le système capitaliste, trouve de nouveaux débouchés dans l'espace exo-atmosphérique pour, en gros, absorber les surplus liés à la suraccumulation du capital. Et dans cette perspective, finalement, le New Space, c'est l'autre nom de cette nouvelle forme de capitalisme qui cherche à transformer l'occupation de l'espace en lieu d'accumulation profitable pour les affaires. Alors évidemment, ce n'est pas une nouveauté. L'espace, il est construit depuis très longtemps, en fait, comme un espace d'accumulation capitalistique, avec un des leviers historiques qui est les télécommunications, qui aujourd'hui, d'ailleurs, se reconstituent avec l'Internet spatial. J'évoquerai peut-être Starlink, mais très rapidement, ça a été évoqué juste avant. Il y a d'autres segments de marché qui sont plus ou moins prospectifs, plus ou moins développés, comme, alors on parle beaucoup du tourisme spatial, par exemple, de la privatisation des vols habités, la construction de systèmes et d'infrastructures en orbite, l'exploitation des corps célestes, ça c'est pas pour tout de suite, éventuellement la Lune. Autant de segments qui font miroiter des profits pour demain, une espèce de nouvel Eldorado que serait l'espace. Alors aujourd'hui, j'ai 10 minutes, hein, donc je vais attirer l'attention sur 2 points importants qui permettent de caractériser cette évolution de l'économie de l'espace. Premier point, le surgissement d'acteurs économiques et financiers qui sont décidés à tirer profit de l'espace. Deuxième point, l'entrepreneurialisation du spatial. Donc je commence par la financiarisation, qui est quelque chose d'assez massif. Entre les années 2000 et 2019, donc j'ai quelques chiffres, il y a à peu près 28 milliards de dollars d'investissements qui ont été injectés dans l'industrie au niveau global, mais surtout aux États-Unis, hein, avec de l'amorçage, du capital risque, du capital investissement, des acquisitions, fusions-acquisitions, de financement par l'emprunt et des introductions en bourse récemment. Donc là, vous avez des financements qui ont augmenté. Hein. C'était 2 milliards entre 2000 et 2006, 6 entre 2007 et 2012, et 13,8 milliards entre 2013 et 2019. Donc on voit une tendance à la hausse. Et en 2019, c'était 5,7 milliards de plus que l'année précédente.
On voit aussi des phénomènes assez intéressants de financiarisation par des espèces de bulles spéculatives. Par exemple, il y a eu un phénomène récent, ce qu'on appelle les SPAC, les Special Purpose Acquisition Company, qui sont des véhicules financiers, c'est des sociétés qui n'ont pas d'activité commerciale et qui sont créées pour lever des fonds rapidement à Wall Street, en l'occurrence au Nasdaq, et quelques startups qui ont commencé à emboîter le pas, et des fonds qui ont été levés à hauteur de 4 milliards. Donc là, c'est le genre d'évolution qu'on voit. Tout cela, évidemment, est à relativiser malgré tout, puisque les budgets gouvernementaux sont encore aujourd'hui massifs, notamment aux USA. Si on inclut la NASA, le département de la Défense, les agences de renseignement, cette année qui vient, c'est 62 milliards. Donc ça permet un petit peu de relativiser, tout de même. Mais ce qui est intéressant, malgré tout, c'est qu'on assiste à une intensification capitalistique et en plus une dépendance toujours plus fonctionnelle des agences, des acteurs publics à ces acteurs privés, qui pour certains deviennent très gros. Et un exemple qui est bien connu, c'est celui de SpaceX, qui maintenant est tellement gros qu'il ne peut plus échouer. On ne va pas le laisser péricliter. Et là, vous aviez une entreprise qui a été créée il y a 21 ans, c'était en 2002, qui aujourd'hui est en train de tout truster avec un quasi-monopole sur les lancements commerciaux, à tel point d'ailleurs que même nous, Européens, on doit lancer chez eux. L'autre point que je vais souligner, c'est la généralisation de l'entrepreneuriat comme formule, comme philosophie aussi. L'astrocapitalisme, donc cette extension du capitalisme dans l'espace, c'est aussi une culture, une institution sociale, une façon de vivre, un mode de vie que moi j'étudie en interviewant les capitaux risqueurs, les entrepreneurs, etc. Je signale simplement, pour aussi déconstruire un poncif qu'on entend souvent dans l'espace public, ça vient de très loin en fait, depuis les années 70, on parle de ça. Il y a une vision qui au fur et à mesure a émergé dans l'après-Apollo. En gros, on arrête avec le spatial gouvernemental, maintenant c'est la libre entreprise, avec l'idée de la privatisation, l'extension du marché dans l'espace. C'est une vieille rengaine américaine. La catégorie New Space, qui aujourd'hui circule de façon complètement neutralisée, sans cet arrière-fond idéologique, elle a été inventée en fait par des entrepreneurs dans les années 90-2000, et aujourd'hui elle passe pour complètement neutre. C'est une catégorie en fait qui porte ce projet de privatisation et de capitalisme dans l'espace. Et parmi les éléments clés de cette philosophie, il y a la catégorie de l'entrepreneuriat avec ses icônes. Tout à l'heure, il y avait des photos de Bezos et Musk. Donc là, vous avez aussi une façon d'être et de performer sur les marchés, et un modèle qui lui aussi s'est banalisé, qui est celui des startups. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais là aussi, vous avez une façon d'organiser les activités spatiales qui est très particulière et qui va à rebours, voire contre le fonctionnement usuel qui était celui des agences. Alors, l'astrocapitalisme, et là, j'y vais vraiment au pas de charge. Ah, non. J'ai été trop vite. Donc l'astrocapitalisme, il a des effets aussi. Et je voulais quand même attirer l'attention là-dessus. L'expansion de ce Far West spatial, encore un poncif, il a des effets. Dans l'espace public médiatique, on voit tout le temps les success stories. On va vous parler constamment de Musk, de son dernier tweet fracassant qu'il va falloir commenter. Mais en vérité, c'est l'arbre qui cache la jungle. Le taux de mortalité des entreprises dans l'industrie est massif. Il y a des entreprises que j'ai étudiées qui ont déjà disparu, comme celle-ci, là, Vector. Donc il y a vraiment beaucoup de boîtes qui disparaissent parce que c'est un business qui est absolument concurrentiel. J'ai cité la formation de bulles spéculatives, les SPAC dont j'ai parlé tout à l'heure, tout est en train de s'écrouler. Vous aviez des boîtes qui étaient cotées à 30, 40 $, qui sont maintenant à 1 ou 2 $. Donc c'est le moment peut-être de faire des affaires ou pas. Donc là, il y a une espèce d'engouement, mais tout est très relatif. Il y a beaucoup de déçus, de gens qui échouent. Je peux citer aussi, d'ailleurs, il y a un engouement, par exemple, sur les micro-lanceurs, y compris en France. Certaines boîtes reviennent dessus parce qu'ils voient que c'est très compliqué d'ouvrir cette frontière-là, malgré l'optimisme qui régnait il n'y a pas si longtemps. En fait, c'est toujours aussi compliqué de faire du spatial et de lancer. Il y a un exemple, par exemple, la compagnie Rocket Lab, qui est présentée comme une des startups pionnières du New Space, a échoué récemment. Sa 41e mission n'a pas marché. Et là, elle est cotée en bourse par ailleurs, donc l'action a plongé. Donc allez vous relever après, c'est pas si évident. Donc là, vous avez des indices aussi de fragilité qui font que le secteur est fébrile, avec de l'argent qui est de plus en plus volatile. Mais, et ça c'est intéressant, une espèce de croyance qui est constamment avivée par les entrepreneurs aussi, qui ont plutôt intérêt à montrer que ça va monter, toujours plus de lancements. Donc là, l'exemple de Starlink, et je vais conclure là-dessus, va contribuer à saturer encore plus les orbites et les marchés potentiels de l'espace. Aujourd'hui, il y a à peu près 7800 satellites en orbite, selon les derniers comptes.
4760 de Starlink. Alors vous voyez, c'est massif en termes d'infrastructure et ça va être encore plus immense. Ça pose quand même une question intéressante. Dans ce contexte émerge une préoccupation que je suis avec beaucoup d'attention en tant que sociologue qui essaie de comprendre ce qui se passe. C'est l'espèce de rengaine sur le développement dit durable de cet astrocapitalisme. Il faudrait que les opérateurs soient, comment dirais-je, responsables, qu'ils désorbitent, etc. Bon, ce qu'on observe en fait, c'est le contraire. Vous avez un toujours plus dans l'espace avec une série d'opérateurs qui aujourd'hui courent pour être les plus rapidement en orbite, pour saturer avec leurs applications. Donc il y a évidemment Starlink, vous avez Kuiper Amazon qui va être lancé grâce à Ariane 6, ce qui est quand même un sujet intéressant, et une espèce de toujours plus et de croissance qui est vendue comme potentiellement exponentielle. Je conclue là-dessus, c'est quand même un enjeu important, c'est maintenant que ça se passe, avec des prévisions de croissance qui sont toujours plus pharaoniques, des milliards et des milliards qui seraient générés grâce à ces applications dans l'espace. Moi, ce que je voulais simplement souligner, c'est que les visions qui sont portées aujourd'hui sur cette ouverture de l'espace, en fait, elles procèdent de cet astrocapitalisme que j'ai résumé en 1 minute aujourd'hui, mais ça sera dans le bouquin. Tout porte à croire qu'on va toujours dans le même sens, et on ira d'autant plus dans le même sens que c'est une philosophie qui est portée aussi par les agences spatiales. Le CNES a une dimension commerciale qui est assumée. La NASA, c'est évidemment le cas aussi. Et donc, vous avez une espèce de culture astrocapitalistique qui est aussi portée par les agences. Ce qui veut dire qu'on n'est pas prêt de rompre avec cette vision. Et ce qui pose aujourd'hui la question aussi de la démocratisation des choix scientifiques et techniques en la matière, qui est un autre sujet que j'imagine on aura peut-être le temps d'aborder dans les questions-réponses. Et sur ce, merci. Bonjour, bonjour Meudon. Je m'appelle Lucie Sénéchal-Perrault. Je suis en doctorat au CNRS, donc le Centre national de recherche scientifique, et à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'essor du spatial commercial chinois. C'est un sujet que j'étudie depuis bientôt 4 ans, en particulier les entreprises de lanceurs. Donc on commence sur cette image qui est une de mes images préférées, qui va vous permettre d'illustrer la démarche que j'utilise dans mes recherches. Donc mon travail, c'est d'avoir des informations qui viennent de Chine, de les interpréter, assez littéralement de les traduire, mais aussi de les interpréter et de les mettre dans leur contexte plus large. Donc ici, on a un post WeChat de l'entreprise commerciale Landspace. WeChat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau social chinois. Ce serait l'équivalent pour nous de Twitter, Facebook, Google Pay, Deliveroo. Mais pour cette présentation, on va se contenter de Twitter et voir cette image. Donc qu'est-ce qu'on voit de prime abord ? Eh bien d'abord un énorme logo du Parti communiste, un drapeau avec un drapé presque sensuel et derrière une grande fusée. Et donc on se dit, en voyant ça, eh bien le spatial commercial chinois, ça n'est rien qu'une émanation du Parti communiste et ça ne se distingue en aucun cas du spatial institutionnel. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors je vais essayer de faire marcher le laser. Et je n'ai pas réussi. En fait, quand on commence à connaître un peu le secteur, on sait que Landspace est une entreprise qui non seulement est commerciale, mais c'est une entreprise qui est privée, dont les capitaux sont en leur majorité financés par les fondateurs eux-mêmes de l'entreprise. Qui plus est, c'est une entreprise qui est en bisbille avec les entreprises d'État qui ont refusé à la dernière minute de leur vendre un moteur solide, ce qui les a forcés à changer complètement de plan de développement. Mais cette information-là, c'est une information qu'on a uniquement si on va sur place, si on en discute avec eux. C'est-à-dire que c'est un ragot qui réjouit beaucoup les internes du secteur, mais qu'on ne trouvera pas forcément sur Internet. Et un autre élément qu'on trouve dans cette image, c'est la date. C'est le 1er juillet. Et le 1er juillet, c'est l'anniversaire de la fondation du Parti communiste. Alors si on veut voir un message politique dans cette image, ce serait plutôt un appel à la protection éventuellement du Parti communiste vis-à-vis de ces intermédiaires que sont les entreprises d'État. Mais aussi et surtout, c'est une image qui est culturelle, voire même folklorique. Quelques semaines auparavant, on a eu un post pour la fête des bateaux dragons qui a lieu en juin. De la même manière que la semaine prochaine, on aura sans doute quelque chose pour le festival de la mi-automne, pour le Nouvel An chinois, etc., etc. Donc ça, c'est un lancement qui a eu lieu en juillet. C'est une première mondiale pour Landspace d'un moteur au méthane.
Si vous avez envie de vous intéresser au domaine des lanceurs commerciaux chinois, un autre nom qui est important, c'est Galactic Energy, qui a effectué son 10e lancement cette semaine. Malheureusement pour eux, c'était un échec. Ça fait partie des entreprises les plus avancées. La 3e entreprise la plus avancée, ce serait iSpace. C'est la 3e à avoir réussi à mettre en orbite, c'est quand même un palier un peu important. Il y a de nombreuses estimations différentes du nombre d'entreprises spatiales commerciales en Chine. Dans certains cas, les différences viennent de la définition du terme commercial. En effet, les entreprises dont je viens de vous parler, ce sont des entreprises privées. La majorité des capitaux viennent du privé et viennent des fondateurs eux-mêmes. Ce sont des start-up. Mais on trouve dans le domaine des lanceurs 3 types d'entreprises. Le premier type, ce sont les spin-offs d'entreprises d'État. Et ces spin-offs-là, même si elles sont sur le marché, elles répondent à de l'offre et de la demande, en fait, elles sont financées par des capitaux d'État et elles bénéficient aussi des demandes institutionnelles. Donc, elles sont dans une situation très différente. On a des entreprises mixtes. Dans le cas des lanceurs, c'est CAS Aerospace, qui est un spin-off d'un laboratoire d'État, le laboratoire des sciences de Chine. Et ensuite, on a un certain nombre d'entreprises qui sont des entreprises privées. Donc, une autre image, cette fois-ci qui nous vient des États-Unis. Quand on se place sur un domaine qui est aussi complexe, comme je viens de vous le dire, derrière le mot commercial, en fait, il y a une pluralité d'acteurs. Qu'en plus, on est sur des gens qui ont l'outrecuidance de s'exprimer dans une langue qui n'est pas la nôtre, des païens qui ne fêtent ni la Toussaint ni Pâques, on va assez facilement avoir des confusions. Alors cette image, elle traite de l'Internet satellitaire. Je n'ai pas le temps de vous en parler dans la présentation, n'hésitez pas à poser des questions sur China Satnet. Il y a un risque de confusion qui est dû au fait que c'est lointain, c'est exotique, etc., mais qui est aussi avant tout dû à un contexte international qui est celui de la rivalité montante Chine et États-Unis. Donc on va avoir tendance à appliquer un prisme très terrestre sur les activités spatiales chinoises et les voir systématiquement sous la lorgnette de la rivalité des puissances. Et le problème avec cette vision-là, j'ai réussi à faire précédente, c'est qu'on a une seule étoile. Si la Chine est une menace, elle ne peut être qu'une, elle ne peut être que monolithique. Or, le paysage du spatial commercial chinois, il est complexe, il est composé d'une pluralité d'acteurs que je vais vous présenter de manière très schématique ici. Le premier acteur, c'est l'État central. L'État central chinois, il a un certain nombre de raisons pour vouloir développer le spatial commercial. La première raison, elle va être politique, voire géopolitique, si on veut rester dans le domaine international. C'est que, vous pouvez le voir avec les présentations précédentes, le spatial commercial chinois, c'est une émanation d'un phénomène qui est international. À l'origine, c'est nord-américain, le New Space, l'entrée d'acteurs et d'investisseurs privés dans un domaine qui, à l'origine, est l'apanage de l'État. Et ça, la Chine, qui est une puissance spatiale, ne va pas pouvoir se passer de rester en arrière. Elle est obligée de rentrer dans le jeu, elle est obligée de faire ce que les autres puissances spatiales font. Puisque ce phénomène s'internationalise, et en France, on a aussi adopté une stratégie qu'on a appelée Open Space, ce qui est un nom discutable. Il y a des raisons aussi économiques. Le spatial, ce sont des technologies de pointe et c'est ce sur quoi l'État chinois veut fonder la croissance de son futur et non plus sur des produits manufacturés à bas coût. Et enfin, on a l'idée aussi d'encourager l'innovation. L'innovation, on ne parle pas forcément d'innovation de rupture, d'innovation technologique, même si c'est ce qu'a fait Landspace avec son lanceur au méthane. On parle aussi d'organisations différentes. En effet, le spatial chinois, à l'origine, ce sont des entreprises d'État qui sont très fiables. Cette fiabilité, elle est logique puisque ce sont des deniers publics qui financent les missions. Donc on ne va pas balancer des satellites qui ont coûté des milliers de yuan d'argent public aux oubliettes. Mais par contre, sa fiabilité, elle a un coût. Les process de qualification dans les entreprises publiques sont extrêmement longs, extrêmement difficiles. Et donc on va avoir l'idée qu'en confiant à des entreprises privées le développement d'un certain nombre d'innovations, on va pouvoir externaliser le risque qu'elles prennent quelque part. Elles vont pouvoir essayer de faire moins cher, etc. Et peut-être que cette innovation sera à nouveau absorbée par le secteur d'État. Un autre type d'acteurs, ce sont les entrepreneurs du spatial commercial chinois et en particulier les entreprises privées. En fait, ces entrepreneurs, pour une large partie, ils étaient dans les entreprises d'État. Mais ils en ont eu marre d'être dans les entreprises d'État.
Parce qu'au sein de, ces entreprises, la hiérarchie est très pesante. L'avancement de carrière est lent et il est basé en partie sur la rectitude politique, c'est-à-dire la capacité à recevoir des ordres, à les appliquer, à ne pas faire de vagues, à ne pas essayer de nouvelles choses qui sont potentiellement risquées. On est donc diamétralement opposé à l'éthos d'Elon Musk qui inspire un certain nombre de ces entreprises et de ces entrepreneurs et les pousser à créer leurs propres entreprises. Donc je trouve que cette image-ci, elle est intéressante parce que dans l'image qui est diffusée, dans l'esthétique, on a cette idée véritablement d'une individualisation. Alors elle n'est pas fondatrice d'entreprise, elle est ingénieure et elle est présentée comme quelqu'un qui est né après les années 90, donc une milléniale si on veut. Et cette communication-là, elle nous vient de la CAS, qui est donc cette entreprise mixte dont je vous ai parlé, adossée à un laboratoire d'État qui en fait se rapproche beaucoup plus dans sa situation des entreprises privées puisqu'elle n'a pas de commande d'État garantie et que le développement de ces lanceurs est très récent, qui se rapproche de la situation des entreprises privées. Et avec cette image, on a un autre élément qui est important, c'est l'enjeu absolument crucial des ressources humaines. Parce qu'il n'y a pas une infinité de jeunes qualifiés en Chine pour travailler dans le domaine spatial. Et ça va inquiéter les entreprises d'État chinoises qui voient un divertissement potentiel de leurs précieuses ressources humaines du public vers le privé. Or, ces entreprises d'État, elles ont une forte présence dans l'industrie. Et là, c'est illustré par le fait qu'aux Journées nationales de l'espace chinois auxquelles j'ai pu assister cette année, ce sont les premières entreprises qu'on voit, 2 énormes stands quand on rentre dans la partie industrielle de l'exposition. Mais elles ont aussi une présence politique, en fait, qui vont permettre, puisque les chefs de ces entreprises ont des places dans différents comités de prise de décision publique sur l'orientation du spatial. Donc elles vont pouvoir en fait mettre des bâtons dans les roues au développement des entreprises privées qui sont de facto des concurrentes, tout en n'étant pas en mesure de le dire ouvertement, puisque je le rappelle, l'État central, duquel elles répondent, encourage le spatial commercial. Donc elles ne vont pas pouvoir directement s'y opposer. Voilà, ça c'est la description c'est ce qu'un auteur chinois explique. En fait, on a différentes interprétations du mot spatial commercial et cette incertitude, elle n'est pas juste parce que c'est compliqué, mais aussi parce que des acteurs encouragent cette incertitude et c'est le cas des entreprises d'État. Voilà un dernier acteur que je vous présente très rapidement. Je vous ai parlé de l'État central, mais il y a aussi les provinces. C'est-à-dire que l'État central, il va faire des grands plans généraux, mais il ne va pas s'occuper de les mettre en application. Ce sont les provinces qui interprètent et mettent en application les plans du gouvernement. Et elles, comme elles sont en compétition les unes avec les autres pour l'évaluation, notamment en leurs termes de capacité innovante, eh bien, elles vont chercher à attirer au maximum les entreprises commerciales du spatial sur leur sol. Et donc on voit que ça va répondre pour les entreprises à différentes logiques, soit dans le bassin industriel déjà installé, donc ça c'est le cas pour le Shanxi et Chongqing, on a déjà un bassin industriel spatial préexistant avec des universités notamment dans le domaine, ou des régions, des bassins industriels développés mais pas particulièrement spatial, soit dans l'industrie légère ou les nouvelles technologies. Je vais parler du Zhejiang et du Guangdong notamment, et le Jiangsu, ou le Shandong qui est une région qui se développe nouvellement dans le spatial du fait d'un nouveau port en haute mer. Voilà. Et donc voilà, pour finir, l'instrumentalisation du spatial à des fins politiques n'est pas nouvelle. En Chine, elle remonte dès les débuts du programme spatial lors de la révolution culturelle. Poster dont ce que n'illustre pas ce poster, qui est un poster américain réalisé par une artiste japonaise pour le magazine Popular Science et qui nous montre encore une fois cet entrecroisement et la nécessité d'interpréter les images sur lesquelles on tombe puisque tout n'est pas ce qu'il semble. Voilà, merci Meudon. Bienvenue, de retour. Merci à vous trois d'avoir partagé avec nous votre savoir avec autant de générosité et aussi d'avoir un petit peu ouvert le rideau du New Space pour qu'on puisse regarder ce qu'il y a derrière. Finalement, j'ai trouvé ça très intéressant, très instructif et vous avez vu, c'était très rapide. On a mis une contrainte assez stricte sur nos intervenants. C'est aussi l'occasion peut-être dans cette séance de rentrer un peu plus dans les détails. Donc on a un petit peu de temps. Nous avons Chloé qui est là et qui va vous apporter le micro si vous avez des questions pour nos experts.
Donc n'hésitez pas à lever la main. À lever la main. Si vous avez des questions, il y a une question ici. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Ma question, c'est quel sous-domaine de la conquête de l'espace est-ce que vous pensez on n'en parle pas assez dans les médias? Qu'est-ce que vous trouvez intéressant, tous les trois, mais dont on ne parle pas beaucoup sur les réseaux ou dans la presse? Alors, qui est-ce qui veut prendre cette question? La sociologie dans l'espace, est-ce qu'on en parle suffisamment? C'est une question qui est assez vaste. Il faudrait vraiment regarder, faire une étude médiatique assez fine pour voir déjà comment on parle du spatial, et notamment de la dimension économique. Moi, c'est surtout la dimension économique que j'ai évoquée. Clairement, il y a un engouement, mais qui est très relatif aussi. Je pense qu'il faudrait vraiment regarder de très près comment on traite aussi du spatial et comment on le rend désirable. Il y a clairement des dimensions de la conquête qui sont très spéculatives, dont la viabilité économique est aussi à interroger. J'ai évoqué tout à l'heure le tourisme spatial. Pour l'instant, ça reste quelque chose de quand même un business vraiment de niche et vraiment pas rentable, à mon avis. Après, il y a des questions très prospectives. Il y a le space mining, miner les corps célestes. Bon, c'est encore plus loin. Et les rares entreprises qui se sont lancées là-dedans n'existent plus pour la plupart. Après, il y a un spatial que je trouve très intéressant, dont on parle malgré tout. C'est le spatial utile pour la planète. Les missions d'observation de la Terre. On a vu récemment le programme Copernicus européen qui nous a quand même pondu des super données sur l'été qu'on a passé, notamment le réchauffement, la sécheresse, etc. Ça, c'est des données satellitaires. Et souvent, on les présente comme si elles étaient complètement évidentes et on oublie qu'il y a des missions satellites extrêmement utiles qui les ont produites, ces données-là. Donc là, on a un spatial qui, du point de vue, là je suis un peu normatif, est extrêmement utile et pas toujours bien compris dans les médias et pas toujours bien mis en avant. Et il y a ça, puis aussi la science, l'astrophysique, Oui. tu as parlé. Et là, je pense qu'il y a un enjeu aussi à réaffirmer, non plus l'exploitation, mais l'exploration de l'espace. Et c'est un autre enjeu. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Allez-y, monsieur. Bonjour, merci à tous les trois pour vos conférences. Vous avez bien sûr beaucoup parlé du New Space fait par les deux superpuissances, les États-Unis et la Chine, et un petit peu du New Space universitaire français. Je voulais savoir quelles étaient les réalisations éventuelles, les ambitions et les moyens que se donnaient la France et l'Europe dans le New Space. Moi, je peux commencer à répondre. Alors, au niveau... Les acteurs émergents, comme on les appelle au niveau européen, au niveau français, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de programmes qui sont soutenus massivement par l'Europe, par la France, pour développer ces startups. Et donc là, en ce moment, on est en train de refaire ce qui s'est passé il y a quelques années aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on voit des startups se faire, et puis bon, avec le devenir qu'on connaît des startups, c'est-à-dire qu'ils ont souvent une existence de vie assez courte, mais il y en a qui émergent avec et qui occupent des niches un petit peu technologiques. Alors je vais faire la publicité du CNRS, et il y a par exemple des startups qui viennent du CNRS, donc de laboratoires qui avaient fait de l'innovation technologique, et il y a eu des ingénieurs de ces laboratoires-là qui ont créé des startups et qui ont une belle aventure économique actuellement. Voilà. Là-bas, une autre question. Le micro vient à vous, on vous écoute. Merci pour vos interventions, c'était très intéressant. J'avais une question concernant les aspects un peu législatifs, parce que vous avez abordé, notamment M. Saint-Martin a abordé le fait que l'exploitation minière, par exemple, c'est pas pour tout de suite, mais ça soulève quand même des enjeux sur la réglementation, le traité de l'espace, des choses comme ça. Et donc je me demandais si vous aviez des éclairages sur quelles évolutions législatives vont être nécessaires. Je sais qu'aux États-Unis, il y a déjà des choses qui ont été faites un peu unilatéralement. Là aussi, il y a des enjeux géopolitiques pour la Russie, la Chine, l'Inde, etc., qui voudraient avoir leur part du gâteau. Donc voilà, comment, au niveau de la réglementation internationale, il y a des choses qui peuvent évoluer en lien avec le New Space et les nouveaux appétits des nouveaux acteurs des pays émergents.
Merci pour votre question. Alors Lucie, est-ce que tu veux la prendre Oui, je pense que je peux commencer à répondre. Bon, je pense que vous êtes un peu informés si vous posez la question en mentionnant immédiatement le traité de l'espace qui pose les bases du droit international en la matière. En fait, comme vous le soulignez très bien, l'âge d'or du droit international spatial public s'achève, puisqu'il est très difficile dans la situation actuelle d'une multiplication des acteurs du spatial, qu'il s'agisse d'États ou d'acteurs non étatiques, d'asseoir tout le monde à une même table pour signer des traités. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, en tout cas du point de vue chinois, c'est un peu les États-Unis qui imposent leur propre législation à partir du moment où ils sont ceux qui ont le plus de capacités technologiques. Bon, après, pour l'exploitation effective des ressources spatiales, on est encore quand même dans du très prospectif. Et d'une certaine manière, les Chinois qui aiment pas du tout parler ce genre de sujet, se retrouvent un peu forcés d'en parler parce que il faut prendre position par rapport aux États-Unis. Arnaud, tu n'étais pas tout à fait d'accord. Complètement d'accord avec ce que tu dis. En gros, il y a un débat en ce moment. Alors, il y a plein de congrès de juristes de l'espace, etc., sur le prochain traité de l'espace. Déjà, on en fait un horizon. Il faut le réviser, ce qui n'est pas forcément une évidence. Hein. Et puis, quel modèle, etc. Ce qu'on voit en effet, c'est qu'il y a un lobbying qui vient de très loin, qui date des années 70-80 aux États-Unis, pour une refonte qui aménagerait cet espace désirable, censément, pour le marché, avec des petites coups de canif dans le traité de l'espace en 2015, sous Obama, le Space Act. 2017, c'est le Luxembourg qui emboîte le pas, avec plus ou moins de succès. Donc autant d'initiatives normatives qui sont souvent unilatérales, mais qui visent l'alignement du plus en plus d'acteurs établis, gouvernementaux, avec par exemple les accords Artemis pour retourner sur la Lune, qui portent l'appropriation privée des ressources spatiales, ce qui pose plein de problèmes sur lesquels on n'aura pas forcément le temps de nous attarder aujourd'hui. Mais en gros, pour l'instant, c'est une espèce de surenchère avec plein d'acteurs qui portent chacun leur agenda. Et clairement, les États-Unis, ils ne vont pas sans arrière-pensée. Il y a clairement des enjeux d'hégémonie politique, culturelle, mais aussi je parlais tout à l'heure d'expansion de l'astrocapitalisme, sauce américaine. Clairement, c'est porté par Artemis, quand on voit les modèles d'exploitation de la Lune, etc. Après, que ce soit possible techniquement, etc., on verra. On parle beaucoup dans le spatial, on fait beaucoup de prospectives. Moi, j'ai plein de bouquins parus dans les années 70-80, on vend déjà des bases lunaires avec des marchands, etc. Bon, je pense qu'il faut un petit peu relativiser, on verra. Il faut déjà que SpaceX atterrisse sur la Lune. Pas donné. Un débat intéressant donc qui continue de faire rage sur le droit spatial et l'exploitation des ressources. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui. Le micro vient à vous, allez-y. Bonjour. Oui, je voulais demander comment est-ce que la Chine voit la collaboration avec les autres pays, que ce soit les États-Unis ou l'Europe. Est-ce qu'ils envisagent une collaboration, que ce soit technique ou même juste en tant que fournisseur? Et peut-être que c'est différent entre les entreprises étatiques et les entreprises privées. Ils en rêveraient. On a même essayé de me vendre des lanceurs. Mais c'est très compliqué puisqu'en fait la Chine est dans les faits sous embargo américain. Vous avez peut-être entendu parler des règles ITAR, alors c'est International Trafficking in Arms Regulation, qui empêchent l'export de technologies duales, donc c'est celles qui ont un usage à la fois civil et militaire, à un certain nombre de pays placés sous liste rouge, donc on y trouve la Corée du Nord, l'Iran et la Chine. Le problème, c'est que dans le spatial, la majorité des technologies sont à usage dual, et que donc c'est pas seulement les échanges avec les États-Unis qui ne sont pas possibles, parce que pour les États-Unis, ça va encore plus loin. Il y a l'amendement Wolf qui fait que la NASA ne peut pas dépenser $1 pour des échanges avec la Chine. Ce qui veut dire que les scientifiques américains ne peuvent pas aller en Chine, ils ne peuvent pas payer des billets d'avion. Mais plus globalement, même quand la France a un échange avec la Chine et que ça ne plaît pas aux États-Unis, ils peuvent placer un composant sur les listes ITAR. Donc les Chinois sont dans une situation très compliquée par rapport aux échanges internationaux. En fait, ils sont demandeurs, mais ils sont dans une situation qui est compliquée. La situation se complique encore pour l'exploration lunaire, puisqu'ils ont fait leur projet ILRS, qui est un projet international, que la Russie a dit « moi ». Ce qui rend maintenant les coopérations plus difficiles, puisque les États occidentaux ne veulent pas être associés à un projet dans lequel il y a la Russie. Voilà. Une réponse très complète à une question très complexe. Une autre question ici devant ?
Oui, bonjour. Pour continuer justement sur la coopération entre la Chine et par exemple l'Agence spatiale européenne, il me semble que les astronautes européens, enfin certains, parlent chinois. Est-ce que ce serait envisageable dans le futur que certains astronautes européens volent sur des fusées chinoises ? Oui, je pense que c'est absolument le cas, d'autant que la Chine a un programme de vol habité. Je pense qu'actuellement, ils privilégient aussi, en termes de communication, ils privilégient les pays en voie de développement, parce que ça correspond à leur image de marque, en fait, de se présenter un peu comme un porte-drapeau du Grand Sud. Donc, quand ils font des appels à candidature, que ce soit pour des expériences et dans le futur pour des vols d'astronautes, sur leur programme de vol habité, actuellement, c'est plus marketé pays en voie de développement. Mais bien évidemment, comme les astronautes de l'ESA seront possiblement mieux formés, ça leur rapporte aussi beaucoup d'en avoir dans les missions. Mais je pense que c'est tout à fait envisageable. C'est plus la partie européenne qui pose problème, à mon sens, que la partie chinoise. Les Chinois sont demandeurs. Merci. Monsieur, une question là-bas, le micro vient à vous. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Alors, puisqu'on parle de la conquête économique de l'espace, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je n'y crois pas du tout. Pour la simple raison qu'il faut mobiliser beaucoup de budget et il n'y a que des acteurs étatiques et quelques entreprises qui sont déjà sur le marché qui ont les moyens d'y aller. En revanche, moi, je vous pose une question. Je crois que ça ne pourrait marcher que si on arrive à mobiliser l'ensemble du public dans le monde, comme l'a été l'Internet. La conquête de l'Internet, ça a marché, le cyberespace a marché parce qu'on a su involontairement mobiliser l'ensemble de la population à l'économie, à la science, etc. Alors ma question c'est, est-ce qu'il y a encore des opportunités pour Monsieur Tout-le-Monde de participer économiquement à la conquête de l'espace ou pas? Ou alors, on ne fait que constater qu'il n'y a que des acteurs étatiques dans le monde qui peuvent y aller. Merci monsieur, on a vu, c'est la poursuite du débat un petit peu que vous avez ouvert sur la conquête, sur cette ruée vers l'or, point d'interrogation. Est-ce que... Oui, c'est une bonne question. J'ai attiré l'attention sur les faillites, les banqueroutes qui sont monnaie courante. Moi, j'ai pas mal bourlingué dans la Silicon Valley, donc des gens qui crament beaucoup d'argent, pour reprendre les expressions locales, parfois des centaines de milliers de dollars, des business angels, etc., pour qui c'est pas du tout un problème d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a peu de succès en vérité. Et les boîtes dont on parle beaucoup, la plupart ne sont pas rentables. Les Rocket Lab, etc., donc, doivent constamment lever des fonds pour faire miroiter éventuellement une rentabilité plus tard. Et les profits dégagés sont assez minuscules et posent vraiment une question aussi sur les modèles qui sont à l'œuvre, et notamment cette espèce de fuite en avant qui est celle de cette intensification capitalistique et qui pose question. Et je ne sais pas s'il y a encore de la place, et moi ce n'est pas mon travail en tant que sociologue de le dire, je ne suis pas économiste ou autre, mais moi ce que j'observe malgré tout, ce que j'essaie de faire, c'est de relativiser, disons, l'évidence que ça va arriver, y compris en discutant avec des investisseurs, des capitaux risqueurs, enfin que certains que j'ai pu interviewer, j'ai pu essayer de sonder aussi leur représentation de la chose. Je pense qu'en fait, il y a une espèce de fiction collective sur la future abondance dans l'espace qui reste véritablement interrogée. Je le dis comme ça, de façon un peu brutale. Et en effet, pour l'instant, le spatial, ça demeure dans le giron gouvernemental. Les investissements demeurent les plus massifs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 60 milliards aux États-Unis, quelle entreprise peut rivaliser? Et puis d'ailleurs, SpaceX, ok, ils développent un peu sur fonds propres leur vaisseau, mais globalement, c'est de la subvention publique. Ouais. C'est le Pentagone, la DARPA, la NASA, etc. Vous n'auriez pas SpaceX sans cet influx de main-d'œuvre, d'expertise et surtout de cash qui vient du gouvernement. Et à un moment donné, quand SpaceX facture ses vols, notamment à l'armée, ils sont sans pitié et là, ils se font beaucoup d'argent. Et clairement, c'est là la part du gâteau. Donc, les privés dans l'espace, ça aussi, c'est une fiction aussi à interroger. L'idée même de spatial privé, ce à quoi ça renvoie, là, il y aura toute une analyse idéologique et culturelle à faire. Moi, je suis frappé de voir que c'est une notion qui, en fait, qui paraît complètement évidente, mais l'idée même du privé aux États-Unis est à interroger. Et le public aussi, hélas. Bon.
Je réponds un peu de côté, hein, mais... Non, pas du tout. Je trouve Ouais. qu'on est au contraire en plein dans le débat et ce sont des discours intéressants à entendre qu'on n'entend pas partout. C'est bien d'avoir le temps de rentrer un petit peu dans ce genre de détails. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Est-ce que François, Lucie, vous vouliez rajouter quelque chose sur cet aspect? Je dirais juste que pour l'instant, les fonds étatiques qui sont mis sur le New Space, on a beaucoup de mal au niveau recherche fondamentale à les capter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle de financement qui est proposé par le gouvernement, c'est ce qu'ils appellent l'innovation à l'anglais, c'est-à-dire l'innovation mais vers des marchés économiques tout de suite. Et c'est vrai que là, on n'est pas du tout adapté à ce genre de vision économique. Et bon, voyons voir si ça fonctionne, cette manière de financer et de lancer le New Space en France. Bon. Mais mon voisin n'a pas l'air optimiste. Voilà. Non, en Chine, c'est pas particulièrement optimiste non plus, hein, la notion de spatial privé. En fait, l'objectif de ces entreprises, c'est d'obtenir des lancements, notamment pour la méga constellation, sachant que c'est quelque chose qui est encore en discussion, c'est la question sur toutes les lèvres. Est-ce que la méga constellation, qui est donc un projet national en Chine, à la différence des États-Unis où c'est Starlink, est-ce que ce projet national va intégrer ou pas les fusées privées? On n'a pas la réponse. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Allez-y, on vous écoute. Bonjour, merci pour la présentation. En fait, j'ai une question. Je suis chinoise et je suis très intéressée par votre sujet. Mais j'ai une question, c'est où vous avez réussi à trouver les sources? Parce que tout ce que sujet vous avez discuté, c'est assez confidentiel. Et moi, j'ai les amis qui travaillent dans ces domaines. Même mon ami ne me dit rien, je vous garantis. C'est une très bonne question. En fait, donc moi je me base en termes concrets, je me base sur les réseaux sociaux de ces entreprises, donc ça c'est du public. CNKI qui est la grosse base sur les articles universitaires. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se servent de ce type de base de données dans le public, mais en Chine, c'est une base qui a un monopole, en fait. Donc, c'est très pratique pour trouver des résultats. Des bases de données d'entreprise qui sont publiques aussi. Alors, CNKI, les bases de données d'entreprise, en théorie, elles sont plus vraiment accessibles, mais en fait, on trouve des moyens d'y accéder, c'est pas trop difficile. Et des entretiens, en fait, je suis allée sur le terrain. Ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine. Et comme je parle mandarin, je suppose que les gens sont aussi plus sympa avec moi. En fait, il faut établir des relations de confiance avec les gens. Et aussi et surtout, en fait, je ne sais pas si vos amis ils travaillent dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et c'est une énorme différence. C'est-à-dire que les entreprises commerciales, elles ont envie de parler et surtout, elles ont besoin de parler parce qu'elles ont besoin de clients. Moi, je l'ai dit, on a voulu me vendre des lanceurs. C'est parce que le marché commercial, il n'est pas si grand que ça. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile de travailler sur le spatial commercial. C'est une des raisons pour lesquelles je travaille dessus que sur le spatial institutionnel, qui en plus a une culture du secret, alors que les entreprises commerciales, elles n'ont pas cette culture-là. Oui, juste pour compléter, ce que tu as dit sur le spatial chinois vaut aussi pour le spatial américain. Moi, j'ai un mal fou en fait à rentrer dans les startups parce que clairement, on a affaire à des missiles quand c'est des lanceurs, quoi. Donc, étant par ailleurs au CNRS, donc gouvernement français, donc dès que j'entre, potentiellement, je fais de la reconnaissance ouverte. Donc c'est quand même une ambiance aussi où on s'épie, où on est toujours l'espion d'un autre, et y compris aux États-Unis, c'est très compliqué d'ouvrir les portes. Ça m'est arrivé, mais la NASA, ne serait-ce que pour entrer, 6 mois de négociation pour 3 heures de visite, où vous n'allez rien voir, vous serez baladé par la com, quoi. Donc ça vaut pour tous les champs nationaux du spatial, quoi, clairement. Merci à vous. On a le temps pour une dernière question. S'il y en a une parmi les gens qui sont... Voilà, monsieur. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. On n'a pas parlé de l'Inde. Quel est votre point de vue sur l'avenir du spatial indien? Alors, qu'est-ce qui veut prendre cette question qui est applaudie par le public? On peut commencer par saluer ce qu'ils ont fait, parce qu'honnêtement, c'est admirable. Ils ont réussi à faire des choses... pour une somme, alors je ne sais pas si on doit vraiment utiliser les sommes qu'ils annoncent comme le coût de leur mission et les comparer à ce que nous, on est capable de faire avec l'équivalent. Mais techniquement,
Très clairement, l'Europe n'a pas réussi à faire aussi bien jusqu'à maintenant, atterrir sur la Lune, j'entends. Sur Mars, on a quelques échecs devant nous de missions spatiales et d'atterrisseurs sur Mars. Voilà, c'est-à-dire que techniquement, ils sont très très bons. Scientifiquement, très honnêtement, pour l'instant, ce n'est pas forcément leur première préoccupation. C'est qu'ils sont dans la technologie. Et scientifiquement, on ne voit pas énormément de choses très révolutionnaires qu'ils arrivent à faire avec l'instrumentation qu'ils embarquent. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de New Space quand on parle de ces programmes indiens véritablement, ou est-ce qu'on est dans du spatial plus institutionnel, plus classique? J'ai le sentiment que c'est très classique. C'est très étatique, c'est très... moi, alors, je n'ai pas une vision de l'écosystème indien, mais j'ai le sentiment que les acteurs que l'on voit qui lancent des missions comme ça, c'est étatique. Et voilà. Moi, j'en dirais pas beaucoup plus parce que je sais qu'Isabelle Sourbès-Verger va en parler de l'Inde, c'est la grande spécialiste. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, le référentiel New Space circule à l'international, et y compris en Inde, comme modèle, avec un modèle d'innovation dit frugal, qui circule aussi aux États-Unis, s'inspirant de l'Inde. Donc tous ces modèles d'organisation sont appropriés diversement, etc. Et chacun s'approprie l'idiome de l'entrepreneurialisation, de l'innovation de rupture, etc. Et les Indiens sont, du point de vue technologique, réalisent des choses assez bluffantes, clairement, avec des moyens qui ne sont pas ceux des États-Unis notamment, quoi. Mais je pense que là, je m'avance. Alors voilà, si on voulait entendre parler de l'Inde, c'est le sujet d'une conférence à venir. En attendant, je vous remercie beaucoup pour vos questions passionnantes et je vous remercie aussi pour vos interventions. Lucie Sénéchal-Perrouot, François Leblanc et Arnaud Saint-Martin. On les applaudit bien fort.